Bien, donc je viens donc de publier un livre qui est sorti au mois de mars qui s'appelle Le nucléaire durable. Peut sembler absolument paradoxal de parler de nucléaire durable. En fait, ce livre fait suite à un livre qui a été publié il y a 7 ans, qui a été republié il y a 1 an suite à, disons, après à la COP, une nouvelle demande sur les renouvelables. Alors, le nucléaire n'est pas un renouvelable, il n'y a pas du tout de discussion là-dessus. Par contre, le nucléaire peut-il être durable? Alors, actuellement, l'énergie au niveau mondial vient pour plus de 84% des combustibles fossiles. La France fait moins, c'est autour de 40%. Mais enfin, globalement, les combustibles fossiles, c'est environ plus de 80% de notre fourniture énergétique. Est-ce que c'est durable? Alors on entend dire, ben oui, mais attention, bientôt il n'y aura plus de pétrole, puis après on dit oui, mais après il n'y aura plus de gaz, puis il n'y aura plus de charbon. En fait, globalement, on peut penser que d'ici la fin du siècle, quelque part au début du siècle suivant, on sera quand même à court de combustibles fossiles, et donc il faut trouver d'autres sources. Donc la notion de durable, on peut déjà la chiffrer au niveau du siècle. Que va-t-il se passer d'ici la fin du siècle? Et actuellement, que peut-on espérer du nucléaire? Bien. Le nucléaire a ses avantages, ses inconvénients. Je reviendrai après là-dessus. Peut-on compter sur la place du nucléaire? Cette place du nucléaire est assez faible est faible au niveau du monde. Elle est significative au niveau de la France. Peut-on, au niveau du monde, espérer avoir beaucoup plus? Bon. Donc la première question qui se pose, si pour les combustibles fossiles, on chiffre à peu près qu'on a, si on fait le fameux rapport des réserves à ce jour, sur la consommation à ce jour, est-ce qu'on peut dire que d'ici moins de 100 ans, on n'aura plus de combustibles fossiles? Bien. Si je fais le rapport sur le nucléaire, actuellement, le rapport correspondant est plutôt de l'ordre de supérieur à 200 ans. Mais ça veut dire en fait, c'est que le nucléaire tel qu'il est utilisé actuellement ici, on en aurait encore pour 200 ans. Mais comme le nucléaire représente une toute petite faible, si on multiplie le nucléaire par 5 ou 6, on voit que finalement le nucléaire va devenir dans la même situation relative que les combustibles fossiles d'ici la fin du siècle. Bon. Donc, les premières questions. Donc on va avoir la question de durable. Le durable, on va le chiffrer au niveau risque de manquer d'énergie, car en fait, il faut quand même voir l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même d'avoir besoin d'énergie, car on peut faire évidemment des économies d'énergie. On peut vouloir ramener la population mondiale au milliard d'habitants si on veut survivre. Néanmoins, nous avons dépassé les 7 milliards d'habitants. Nous serons de façon sûre dépassant les 9 milliards, ça maintenant c'est une certitude, d'ici 2050. Et pour la fin du siècle, on sera vers 11 milliards. Donc de toute façon, les besoins ne vont cesser que d'augmenter. Le nucléaire, face à ça, on peut penser que le nucléaire devrait augmenter au niveau mondial. Quelles vont être les butées? Les butées, c'est la connaissance nos réserves d'uranium. Alors, les réserves d'uranium, on les connaît à peu près, avec des incertitudes, un facteur 2 ou 4 sur les réserves d'uranium, tel qu'il est utilisé actuellement, tel qu'on l'extrait actuellement et tel qu'on l'utilise dans les centrales actuelles. Alors, première chose à dire, l'uranium, on l'extrait actuellement. Il y a eu d'autres façons, on espère beaucoup, sur l'uranium qui existe dans les phosphates. C'est actuellement un sous-produit dans les phosphates. Et donc quand on parle réserve d'uranium, il faut rajouter, disons celle qu'on pourrait potentiellement venir dans les phosphates. Alors on pourrait en plus rajouter celle qui vient de l'eau de mer, mais là je dis tout de suite, quasiment avec la façon qu'on a utilisé actuellement l'uranium dans nos centrales actuelles, ce n'est quasiment pas possible. Donc finalement, donc on voit des limites. Donc l'uranium avec les conditions actuelles, on peut dire qu'il faut quand même, avant la fin du siècle, si on veut résoudre le problème de fourniture énergétique sans complètement compromettre l'effet de serre, il faut prévoir sur un bon développement du nucléaire, mais qui arrivera à ses limites. Alors,
la limite. Quelle est la limite? Et quelle est la solution? Ben, la solution, c'est de passer par la surgénération. La surgénération qui permet de passer, d'utiliser la totalité de l'uranium, étant donné que dans l'uranium dit naturel, il n'y a que 0,8% qui sont fissiles, et qu'en fait, tout le reste, presque donc les 99%, sont fertiles, mais il s'agit de transformer cet uranium fertile en une matière fissile, et celle-ci, c'est le plutonium. Le plutonium qui est déjà produit en grande quantité dans les centrales actuelles, qui est en partie réutilisé, par exemple, au niveau de la France, disons, en le réinjectant, en le mettant en complément à l'uranium fissile 235 dans les centrales actuelles. C'est déjà utilisé. Bon. Maintenant, pour que ce soit vraiment la filière de base, il faut passer à la surgénération. Alors, la surgénération, elle a été testée. On va dire, surtout en France, avec Phénix, 250 MW électriques, avec Super Phénix, 1200 MW électriques, et on peut dire malheureusement, disons, on considère que l'arrêt de Super Phénix a été décidé, on peut dire que c'est une décision purement politique, et est une catastrophe au niveau de cette filière qui avait été développée par la France. Mais là-dessus, les Russes, qui développaient en parallèle la filière, ont continué et ont chez eux, alors là, plusieurs réacteurs, dont certains, les premiers ont même déjà plus de 40 ans de vie, mais bon, le plus significatif, c'est quand même le premier réacteur russe qui s'appelle Bor 600, donc 600 MW électriques, qui a été mis en service en 81, et donc qui va approcher bientôt ses 40 ans de prolongation de durée de vie, en sachant que les Russes font exactement en ce moment la même démarche qui a été faite à Phénix pour faire une prolongation de durée de vie de la centrale Phénix, qui a été prolongée de vie d'une dizaine d'années, de façon à pouvoir finir le programme surgénération français dû à l'arrêt brutal de Super Phénix. Donc la même démarche qui avait été faite à Phénix de prolongation de durée de vie est en train d'être faite par les Russes sur Bor 600. Donc le Bor 600, c'est le modèle du réacteur qui fonctionne, disons, depuis plus de 30 ans et qui devrait être au moins fonctionner pendant 60 ans. Et à côté de ça, les Russes ont continué sur cette filière en lançant un réacteur qui s'appelle Bor 800 MW électrique, qui lui a été mis en service l'an dernier, qui, je n'ai pas de nouvelles de quelques semaines, mais qui avait déjà dépassé les 500 MW électriques il y a un ou deux mois, qui est probablement la puissance nominale, et Bor 800 est destiné à fonctionner au départ à la base au moins 40 ans, puis probablement 60, et puis probablement 80 ans. Donc c'est cette filière surgénérateur. Alors, donc ça c'est les exemples, on va dire, le modèle de référence, malheureusement ce n'est pas la France, c'est la Russie. Russie qui vend sa technologie à la Chine. Il y a l'Inde aussi qui, en parallèle, mène cette filière. Il faut bien voir actuellement, on est dans les alentours d'environ 400 années de fonctionnement de ce modèle de réacteur, donc les surgénérateurs. Donc, avec les surgénérateurs, dans la mesure où on utilise la totalité de l'uranium, on pourrait dire de façon globale, on multiplie par environ 100 nos réserves. Donc nos chiffres de tout à l'heure qui étaient environ de 200 ans, je multiplie 400, mais c'est là où tout change, c'est comme j'ai besoin de pratiquement 100 fois moins d'uranium pour alimenter le réacteur nucléaire, et bien c'est là où pratiquement l'eau de mer est une source inépuisable, et en fait l'eau de mer, il y a déjà l'uranium qui est déjà en très faible teneur, mais il faut aller en chercher tellement peu dans l'eau de mer, dans la mesure où ce qu'on retirait va être multiplié par 100, donc l'uranium, et donc on peut dire que surtout cet uranium qui est dans la mer est constamment réalimenté. Alors là, on pourrait dire en plaisantant que c'est de l'uranium renouvelable, puisque tout ce qui vient des fleurs, tout ce qui vient des rochers, réalimente en permanence l'eau de mer. Donc voilà, donc on arrive là à des disponibilités qu'on peut chiffrer en centaines de milliers, certains veulent dire en millions d'années. Donc voilà, donc la notion de durable au sens temps. Voilà.
le deuxième aspect, pour parler durable, il faut maintenant revenir peut-être au terme anglais sustainable. Alors sustainable, c'est absolument intraduisible. Le terme, est-ce que c'est soutenable? C'est pas du bon français. Est-ce que c'est maintenable? Est-ce que bon, voilà. Donc voilà. Alors on va dire acceptable, c'est-à-dire en fait, et on rentre dans la question générale qui fait l'objet, disons, la moitié du livre part de l'aspect technique que je viens de résumer. La deuxième partie traite de l'aspect acceptabilité du nucléaire avec les deux volets, le pour et le contre. Alors si on essaie d'appliquer ce principe, soi-disant principe de précaution, qui est un principe d'inaction, mais enfin, essayons donc de mettre une balance les aspects pour et les aspects contre. Alors bon, les aspects pour, on va bien sûr reparler en numéro 1 de l'effet de serre, en dépit de toutes les contestations possibles. Certains contestent même l'effet de serre par des biais divers. Bon, donc le nucléaire, c'est l'effet de serre. Ensuite, pourquoi a-t-on fait du nucléaire en France? C'était pour l'indépendance énergétique. Ensuite, pour l'aspect coût, les coûts maîtrisés. En plus, c'est de l'argent qui reste en France, donc tous les avantages, donc dans la balance avantage, il y a énormément de poids qui viennent s'accumuler. À côté de ça, dans l'autre côté de la balance, il y a, on va dire, inconvénient, on va appeler ça des réserves. Alors, les réserves, le point de départ des réserves, si on met des réserves, toutes en fait sont reliées au rayonnement. Faut-il avoir peur ou non des rayonnements? Alors on peut parler longuement des rayonnements naturels, et c'est la question qui se pose. Faut-il avoir peur des doses? Et à partir de telles doses, on sait très bien que le rayonnement sont mortels à des fortes doses. La question est, où commence-t-on à ne plus devoir s'inquiéter, c'est-à-dire ce qu'on appelle des faibles doses, et on sait très bien, nous vivons en permanence avec des faibles doses de rayonnement naturel qui sont très variables, même au niveau de la France. Il y a un facteur 3 entre la zone de la France où nous vivons. Donc, la question est, la peur vient des rayonnements. Mais cette peur des rayonnements, voilà, donc alors, cette peur des rayonnements ne se traduit plus finalement, on en croit les questionnaires, alors vis-à-vis d'un, juste à la limite pour résumer, je dirais en deux lignes, ce que j'ai présente en deux lignes, l'avis de l'Académie des sciences. L'Académie des sciences, globalement, en prenant en compte tous les risques, donc les problèmes de rayonnement, les problèmes des risques d'accident et aussi les problèmes des déchets dont je vais reparler, à dire le nucléaire est la source d'énergie la moins dangereuse vis-à-vis de la santé. Donc applaudissons, suivons l'Académie de médecine. Alors voilà, l'Académie de médecine. Alors c'est vrai qu'en France, quand on veut faire appel aux académies, on n'écoute pas ce qu'elles disent, que ce soit l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, elles n'ont jamais le droit de parole. Bon, voilà, donc on pourrait dire globalement, écoutez, on arrête d'en parler, puisque je vous ai, l'Académie de médecine dit vraiment le nucléaire, bon. Alors, les accidents, on peut aussi voir, quand on voit la liste des accidents, en dépit de Tchernobyl, en dépit de Fukushima, qui, globalement, n'aurait fait que 0 mort, quoique, en toute dernière réserve, qui ne soit pas dans le livre, il semble peut-être qu'un des décès sur les quelques milliers d'intervenants à Fukushima, on ne peut pas exclure qu'il soit décédé à cause de ça. Voilà, donc bon, on est toujours à la limite de certains décès pour les très faibles, les doses. En fait, là, on est plutôt dans les doses moyennes. Hein. Bon, donc Fukushima, malgré tout, zéro mort. Et non pas les milliers de morts et tout ça, tel que la presse nous entend. Donc voilà, donc le nucléaire serait de loin la source d'énergie la moins dangereuse de point de vue accident. La plus dangereuse, si on parle d'un accident, c'est l'hydraulique. Alors bon, habite en Lyon. Est-ce qu'il faut tout de suite que alors là où j'habite, je sais bien que j'habite très haut dans les Monts d'Or et que je ne risque pas d'avoir 10 mètres d'eau comme qui risque d'arriver sur le centre de Lyon. Voilà, donc bon, voilà, et le nucléaire. Voilà. Donc reste malgré tout, en dépit de tout, quand on interroge le public, reste quand même des déchets. Et c'est ce qui fait peur. Pourquoi les déchets font peur? Or qu'en fait, le nucléaire a été l'industrie qui, dès le début,
s'est occupé de ces déchets, n'a rien rejeté à la cheminée, n'a rien rejeté dans les fleuves, et les a toujours concentrés, gardés. Alors, l'essentiel des déchets, est actuellement stocké définitivement dans des sites spécialisés pour la majorité des déchets. Reste quand même, et alors c'est évidemment fait l'objet d'une certaine propagande, mais vous ne savez pas quoi faire des déchets. En fait, les déchets qui restent, qui sont très faible quantité, par exemple très faible en quantité, on est autour peut-être du %, je trouve les chiffres, il faut vérifier, d'après je raisonne de tête là, en quantité c'est insignifiant. C'est complètement insignifiant par rapport aux déchets ménagers. Les déchets ménagers, c'est mettons 400 kg par personne et par an. Là, on est plutôt autour du gramme. Hein. Donc voilà, donc c'est complètement insignifiant. Et ces déchets, alors les déchets qui restent, actuellement, ils sont stockés à La Hague sous forme vitrifiée. Je crois que c'est là qu'est la question. En fait, ils ont été mis, c'est pas mis sous verre, hein, on n'a pas mis les déchets dans des bouteilles, mais on concentre les déchets en même temps qu'on crée du verre, on met les produits dangereux de fission dans ces déchets, et c'est comme, on peut dire que le verre dit cathédrale qui a les différentes couleurs, s'il est cassé, s'il est dispersé, s'il est mis de l'eau, il ne perdra jamais sa couleur, il restera stable toute la vie. Donc, c'est ces déchets sous forme vitrifiée, c'est des blocs de verre qui sont actuellement entreposés, très attention au terme, on va dire entreposés à La Hague, dans des puits. Et la question est, en effet, ça occupe un certain volume, mais c'est insignifiant. On pourrait très bien faire à côté des sites de stockage à côté. On a décidé, on ne va pas laisser ça pendant des générations à venir à s'occuper de ça. On a décidé de les mettre sous terre. Donc c'est des blocs de verre qui seront conditionnés pour être mis sous